Elle était venue enseigner le français aux enfants d'une tribu. Mais quelques mois plus tard, elle fuyait en pleine nuit, enceinte d'un guerrier apache, poursuivi par le gouvernement. Ce qu'elle a fait ensuite a bouleversé toute une génération et transformé une simple salle de classe en un acte de rébellion silencieuse. Le vent soufflait fort ce matin-là, soulevant des tourbillons de poussière sur le chemin de terre. Assise à l'arrière d'une vieille charrette tirée par 2 chevaux fatigués, Isaline Moreau observait le paysage défiler. Des collines arides, des arbres noueux, un silence étrange. Elle arrivait dans un autre monde. Isaline avait 29 ans. Elle venait de la ville de Clermont, en France, mais sa mission l'avait menée loin de chez elle. Le gouvernement lui avait confié une tâche simple en apparence, enseigner le français aux enfants apaches. Selon ses supérieurs, il fallait les intégrer, les aider à progresser. Mais dès qu'elle mit le pied dans le petit camp installé au creux de la vallée, elle sentit que rien ne serait facile ici. Personne ne vint l'accueillir. Seule une fillette la regarda de loin, méfiante, avant de disparaître derrière une cabane en bois. Isaline serra sa valise contre elle. Son cœur battait fort. Le silence était pesant. Aucun rire, aucune parole ne résonnait. Juste le bruit du vent. Un homme s'approcha enfin. Il portait une chemise simple, des cheveux noirs tressés, et son regard était perçant. Il ne dit rien au début, la regarda juste longuement. « Tu es l'enseignante envoyée par les autorités ?» demanda-t-il enfin, dans un français presque parfait. « Oui. Je m'appelle Isaline Moreau. J'ai été nommé ici pour diriger l'école. » L'homme hocha lentement la tête, sans sourire. Les enfants sont fatigués des étrangers qui viennent leur dire qui ils doivent devenir. Avant qu'elle ne puisse répondre, il tourna les talons et s'éloigna. Isaline resta figée, les mots coincés dans sa gorge. Dans la petite maison qu'on lui avait assignée, elle déposa sa valise avec précaution. Les murs étaient nus, la pièce froide. Elle regarda ses mains trembler un instant. Elle était venue pleine de certitude. Mais dès la première heure, elle comprenait déjà, ici, elle allait devoir tout réapprendre. Dans le silence de cette première nuit, une pensée revenait sans cesse dans son esprit, et si c'était moi, l'élève, et non eux? Le soleil perçait à peine les nuages quand Isaline entra dans la salle de classe. La pièce était simple, quelques bancs en bois, un tableau poussiéreux, des visages jeunes mais méfiants. Ses enfants étaient là, silencieux, assis bien droits. Aucun ne souriait. Elle ouvrit son cahier, tenta de respirer profondément. « Bonjour », dit-elle avec douceur. « Aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation. » Elle lut les noms inscrits sur sa liste officielle. Enfant numéro 1, Victor. Un garçon de 12 ans leva les yeux. « Mon nom n'est pas Victor, » répondit-il calmement. « Je m'appelle Nayati. » Isaline s'arrêta. Le silence était total. « Je comprends, mais ici, on doit utiliser les noms français. C'est la consigne. » Le regard du garçon ne trembla pas. « Mon nom me vient de mon grand-père. Il signifie celui qui regarde les étoiles. Je ne suis pas un Victor. » Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra. Grand, droit, puissant. Son visage portait la sagesse et la force à la fois. Ses cheveux étaient longs, attachés en tresses, et ses yeux sombres semblaient percer chaque mensonge. Il n'avait pas besoin de parler pour imposer le respect. « Nayati » dit-il doucement. « Que se passe-t-il ici ?» Le garçon se tourna vers lui, parla rapidement dans sa langue. Isaline ne comprit rien, mais elle ressentit l'émotion dans la voix de l'enfant. L'homme écouta sans l'interrompre. Puis il se tourna vers Isaline. « Je suis Tahu » dit-il dans un français clair. « Et vous êtes » ? Isaline Moreau. « Je suis l'institutrice envoyée par le gouvernement. » Tahu hocha la tête lentement. Ces enfants ne sont pas des feuilles vierges. Ils portent en eux des histoires, des noms, des ancêtres. Leur demander de les oublier, ce n'est pas enseigner. C'est effacer. Isaline sentit son cœur se serrer. Je ne fais qu'appliquer les règles. Alors ce sont peut-être les règles qu'il faut questionner. Il la regarda en silence, puis ajouta doucement. Vous êtes venu enseigner. Êtes-vous prête à apprendre, vous aussi ? Isaline resta muette. Ce jour-là, elle comprit que son plus grand défi n'était pas d'apprendre aux autres, mais d'ouvrir son esprit à une vérité qu'on ne lui avait jamais enseignée. La nuit était tombée sur la vallée. Le silence régnait, seulement brisé par le bruit du vent entre les planches de bois mal fixées de la petite maison d'Isaline. Elle était assise sur sa chaise, les mains autour d'une tasse vide. Elle n'avait presque rien mangé depuis le matin. Son cœur et son esprit étaient agités. On frappa doucement à la porte. Surprise, Isaline se leva et ouvrit. Une femme âgée se tenait là, enveloppée dans une couverture tissée. Ses cheveux gris étaient attachés en une longue natte, et ses yeux brillaient d'une étrange douceur. « Bonsoir » dit-elle avec un accent, mais en français. Isaline resta figée. « Bonsoir, vous voulez entrer ?» La vieille hocha la tête et entra calmement, tenant entre ses mains un bol fumant. « Soupe chaude. Pour vous. »
L'odeur était délicieuse. Isaline s'assit et goûta. Du maïs, des herbes, de la viande fondante. Elle ne put retenir un soupir. C'est merveilleux. La femme s'installa en face d'elle. Je m'appelle Nantana. Je suis la grand-mère de Nayati. Isaline posa lentement sa cuillère. Elle sentit un mélange de gêne et de gratitude. Merci pour la soupe, et pour votre accueil. Nantana resta silencieuse un moment, puis dit calmement. Les noms chez nous ne sont pas choisis par hasard. Ils sont donnés par des anciens. Chaque nom contient une histoire, une vision, un lien. Isaline écoutait sans bouger. Vous voulez qu'ils deviennent autres? Mais ils sont déjà quelqu'un. Nayati signifie celui qui observe les étoiles. Il est né un soir de pleine lune. Son nom vient de là. L'effacer, c'est couper un fil sacré. Isaline sentit un frisson dans sa nuque. Je ne veux pas leur faire du mal, je pensais bien faire. Nantana la regarda avec douceur. Penser bien faire ne suffit pas. Il faut comprendre. Et écouter. Elles restèrent en silence. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Avant de partir, Nantana posa une main légère sur l'épaule d'Isaline. Douter, c'est déjà commencé à voir. Quand la porte se referma, Isaline resta longtemps immobile. Ce soir-là, quelque chose avait changé. Un simple bol de soupe avait ouvert une brèche dans toutes ses certitudes. Le lendemain matin, Isaline s'arrêta devant la porte de la salle de classe. Elle tenait son cahier comme un bouclier, mais cette fois, elle ne savait plus quoi y chercher. Les mots de Tahu, la tendresse de Nantana, tout cela avait remué quelque chose en elle. Quand les enfants s'installèrent en silence, elle n'ouvrit pas son cahier. Au lieu de cela, elle leva doucement les yeux. Aujourd'hui, je ne vais pas vous appeler par la liste. Je voudrais apprendre vos vrais noms. Les enfants se regardèrent, surpris. Nayati, le garçon de la veille, la fixa longuement. Vous ne nous forcerez pas à dire les noms français? Non, dit-elle calmement. Pas aujourd'hui. Je veux connaître les noms que vous portez dans vos cœurs. Un silence tendu s'installa. Puis une petite main se leva. Une fille au regard timide se leva lentement. Je m'appelle Alawa, murmura-t-elle. Cela veut dire celle qui chante avec les feuilles. Isaline sourit doucement. C'est un très beau nom. Peu à peu, les enfants se mirent à parler. Les prénoms venaient avec des histoires, des gestes, des souvenirs. Isaline nota tout dans un cahier vierge, sans corriger, sans traduire. Ce soir-là, Tahu vint à sa porte. J'ai entendu dire que tu as laissé les enfants parler librement aujourd'hui. Isaline hocha la tête. Je n'ai jamais entendu autant de vérité dans une salle de classe. Tahu entra et s'assit face à elle. Si tu veux vraiment comprendre, je peux t'apprendre quelques mots de notre langue. Je veux, dit-elle sans hésiter. Il sortit une petite pochette contenant des papiers usés. Il traça un mot, doucement, sur une feuille. Ok. Cela veut dire respect. Isaline répéta, maladroitement. Tahu corrigea, puis sourit. C'est un début. Pendant les semaines qui suivirent, ils se retrouvèrent chaque soir. Tahu lui enseignait les bases de la langue apache, des chants anciens, des histoires qu'aucun livre ne contenait. Et Isaline découvrit un univers profond, riche, puissant. En classe, elle continuait d'enseigner le français. Mais elle écoutait aussi. Elle laissait les enfants écrire leurs contes, leurs rêves, dans les deux langues. L'atmosphère avait changé. Il y avait moins de peur. Plus de confiance. Et dans son cœur, une graine invisible était en train de germer. Le crépuscule recouvrait lentement la vallée, peignant le ciel de couleurs douces. Les cris des enfants avaient cessé, les feux s'allumaient dans les foyers, et le camp tombait dans un calme apaisant. Dans la salle de classe vide, Isaline allumait une lampe à huile. Quelques feuilles étaient posées sur le bureau, avec des phrases en français et en apache. Une deuxième chaise attendait près d'elle. Tahu entra sans bruit. Tout est prêt? Demanda-t-il avec un léger sourire. Oui. J'ai noté le conte que tu m'as raconté hier. On pourrait essayer de le traduire ensemble. Depuis quelques semaines, ils se retrouvaient ainsi, 3 soirs par semaine. Ce n'était pas officiel. Personne ne devait les voir. Mais pour Isaline, c'était devenu la partie la plus vivante de son travail. Tahu s'assit à côté d'elle. Sa présence était calme, stable. Il parlait peu, mais chaque mot semblait compter. Le conte du colibri et du feu, dit-il doucement. Tu te souviens? Isaline hocha la tête. Elle relut la version française qu'elle avait écrite. Le colibri, si petit, a quand même tenté d'éteindre le feu avec quelques gouttes d'eau. Parce qu'il faisait sa part, répondit Tahu. Même s'il était seul. Ils commencèrent à travailler, mot après mot. Isaline posait des questions, notait les symboles, apprenait la musicalité de la langue apache. Parfois, elle se trompait. Alors Tahu corrigeait avec patience, parfois en riant doucement. Ce mot veut dire force, dit-il en traçant un nouveau symbole. Mais ce n'est pas seulement physique. C'est aussi le courage de parler avec le cœur. Leurs regards se croisèrent.
Un silence flotta entre eux, doux, fragile. Tu es différent de tous ceux que j'ai rencontrés ici, dit Isaline sans réfléchir. Et toi, tu n'es pas comme les autres enseignantes. Elle baissa les yeux, troublée. Il ne dit rien de plus, mais elle sentit que quelque chose d'invisible les unissait déjà. Quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Quand Tahu partit ce soir-là, elle resta seule un moment, le cœur battant fort. Ce n'était plus seulement les langues qu'elle apprenait, mais les silences aussi. Le vent soufflait doucement sur les feuilles. La lune, presque pleine, baignait la petite salle de classe d'une lumière argentée. À cette heure tardive, tout le camp dormait. Mais à l'intérieur, deux silhouettes étaient encore penchées sur des feuilles manuscrites. Isaline traçait les lettres avec soin, répétant doucement le mot que Tahu venait de lui apprendre. « Chie-toi » murmura-t-elle. « Cela veut dire douceur, c'est bien ça ?» « Oui » répondit Tahu. « Mais c'est aussi utilisé pour parler d'un silence paisible. Comme celui de ce soir. » Leur regard se croisa. Il y avait entre eux quelque chose d'indescriptible, une chaleur muette, un fil invisible tissé au fil des semaines. Aucun mot n'était assez juste pour nommer ce qui naissait dans leur cœur. Isaline posa son crayon. Elle sentit sa gorge se nouer. « Tahu, je ne sais plus très bien ce que je suis venu faire ici. Tu es venu enseigner. Et tu as commencé à écouter. » Il s'approcha un peu, sans geste brusque, comme s'il attendait une permission silencieuse. Isaline sentit son cœur s'emballer. Le monde autour d'eux semblait s'effacer, ne laissant que cette bulle fragile et vraie. « Ce que je ressens, est interdit, dit-elle à voix basse. Ce que nous vivons ne suit pas les lois des hommes, répondit-il. Mais celle du cœur. Il tendit la main, effleura doucement sa joue. Isaline ferma les yeux, envahie par une émotion qu'elle ne maîtrisait plus. Quand leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut lent, respectueux, mais chargé de vérité. Elle ne savait pas combien de temps ce baiser dura. Peut-être quelques secondes. Peut-être une vie entière. Plus tard, seule dans sa chambre, Isaline resta éveillée, les doigts posés sur ses lèvres. Elle avait franchi une frontière que personne ne lui avait appris à traverser. Elle ne ressentait ni honte, ni peur. Seulement une certitude silencieuse. Quelques jours plus tard, alors qu'elle peignait ses cheveux, elle s'arrêta brusquement. Une nausée soudaine, étrange, l'envahit. Elle posa la brosse. Son regard se fixa sur son reflet. Et dans un murmure, elle comprit. Je porte la vie. La lumière du matin filtrait à travers les volets mal fixés. Isaline se tenait droite devant la classe, une main posée sur le bureau. Son visage restait calme, mais son cœur battait vite. Depuis plusieurs jours, elle sentait quelque chose d'étrange dans l'air. Une tension invisible. Ce jour-là, il arriva. L'homme portait un manteau long, un chapeau sombre. Il descendit de son cheval et entra dans la classe sans frapper. « Madame Moreau, dit-il d'un ton sec. Je suis l'inspecteur Carville. Envoyé par l'administration centrale. » Les enfants se figèrent. Isaline serra les dents. « Que puis-je pour vous, monsieur ? J'ai reçu plusieurs rapports. Des changements suspects. Des méthodes non autorisées. Une proximité douteuse avec certains membres de la population locale. » Il balaya la pièce du regard. Son ton était froid, mécanique. Les enfants parlent encore leur langue. Certains écrivent dans un alphabet non reconnu. D'où vient ce matériel ? Isaline resta droite. Je fais ce que je peux pour que les enfants apprennent. Et pour qu'ils aient confiance en eux. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé, mademoiselle. Le soir venu, elle retrouva Tahu à leur lieu habituel. Mais cette fois, elle n'avait pas de cahier. Elle avait les larmes aux yeux. Ils savent, dit-elle. L'administration m'accuse de trahir ma mission. Ils vont fouiller mes affaires. Peut-être même fouiller l'école. Tahu l'écouta, les bras croisés, le regard sombre. Tu n'es plus en sécurité. Et moi non plus. Alors que faisons-nous ? Un long silence passa entre eux. Puis il parla, calme mais déterminé. Je connais un chemin. Un lieu sûr, loin dans les collines. Là-bas, les agents ne viennent pas. Nous pouvons partir. Tu veux dire, fuir ? Je veux dire vivre. Toi. Moi. L'enfant. Isaline posa la main sur son ventre encore discret. Mais, si on nous suit ? Si on nous retrouve ? Tahu la fixa avec douceur. Il y a des risques partout. Mais rester ici, c'est attendre qu'ils détruisent tout. Elle ferma les yeux. Elle savait qu'il avait raison. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de leur avenir. La nuit était sombre, sans lune. Le camp dormait. Seuls quelques chiens aboyaient au loin. Isaline, vêtue d'un manteau grossier, tenait un petit sac contre elle. À ses côtés, Tahu avançait silencieusement, guidé par l'instinct et les étoiles. Derrière eux, 3 enfants les suivaient discrètement. Nayati portait un sac de nourriture. Alawa avait cousu une couverture pour Isaline. Un 3e garçon, silencieux, transportait des herbes médicinales. Vous n'êtes pas obligé de faire cela, murmura Isaline.
Nayati secoua la tête. Tu nous as écoutés. Tu as appris nos noms. Tu as protégé nos histoires. Maintenant, c'est à nous de t'aider. Ils atteignirent le bord du camp. Tahu s'arrêta. Une fois que nous aurons franchi la rivière, il n'y aura plus de retour possible. Isaline regarda en arrière. La salle de classe. Le petit poêle. Les visages d'enfants. Tout disparaissait dans l'ombre. Je suis prête, dit-elle. Ils traversèrent la rivière à pied, les bottes pleines d'eau glacée. Puis commencèrent les collines. Les chemins devenaient étroits. Les branches griffaient leurs vêtements. Le froid se faisait plus fort. Pendant 3 jours, ils avancèrent sans relâche. Isaline avait mal aux jambes, mais Tahu la soutenait sans un mot. Il lui tendait de l'eau, l'aidait à franchir les rochers, la couvrait la nuit avec une peau de bête. « Tu vas bien » demanda-t-il un soir, alors qu'il se reposait à l'abri d'un rocher. Elle hocha la tête. Fatiguée. Mais, vivante. Le 4e jour, ils atteignirent un sommet. En bas, entre les arbres, un filet de fumée s'élevait. « C'est là, dit Tahu. Le camp de mon oncle. Ils ne posent pas de questions. Ils accueillent ceux qui viennent en paix. » Isaline sentit les larmes lui monter aux yeux. Le chemin avait été rude. Elle avait quitté sa vie, sa mission, tout ce qu'elle croyait être vrai. Mais elle avançait vers quelque chose de plus fort. Vers une vie où son enfant pourrait exister librement, entre 2 mondes. Quand ils descendirent la colline main dans la main, elle sut qu'elle n'était plus une étrangère. Elle était une femme apache. Par choix. Par amour. Le printemps s'était installé doucement dans les montagnes. L'air était plus doux, les fleurs apparaissaient entre les pierres, et les oiseaux chantaient à nouveau. Dans une cabane en bois construite à la main, Isaline tenait contre elle un petit corps chaud et fragile. Sa fille. La petite avait la peau dorée de son père et les yeux clairs d'Isaline. Ses doigts minuscules s'agrippaient à une mèche de cheveux comme si elle refusait de lâcher ce monde. Elle s'appellera Aluna, murmura Isaline. Cela signifie lumière de l'aube, m'a dit Tahu. Tahu était dehors, parlant avec les anciens du camp. Il avait été accueilli avec respect. Ici, les mariages entre cultures n'étaient pas jugés. Ce qui comptait, c'était l'honnêteté, le courage, la parole tenue. Isaline avait d'abord été observée avec prudence. Mais elle avait aidé à soigner une blessée, elle avait appris quelques mots dans le dialecte local, et surtout, elle avait accouché ici, sans fuir, sans se plaindre. Les femmes l'avaient entourée. Depuis ce jour, elle l'appelait sœur. Un matin, un ancien s'approcha d'elle pendant qu'elle dessinait des lettres sur une pierre avec des enfants. « Tu sais enseigner. Les petits aiment t'écouter. Tu veux faire classe ici ?» Isaline sourit. « Je le veux. » Peu après, un coin de la grande tente fut transformé en salle de classe. Les enfants s'y asseyaient en rond. Ils y apprenaient les chiffres, les mots français, mais aussi les histoires de leurs ancêtres. Isaline enseignait avec douceur, mélangeant les 2 langues, reliant les mondes au lieu de les opposer. Tahu la regardait souvent avec tendresse depuis l'entrée, Aluna dans ses bras. « Tu es devenu bien plus que ce que tu pensais être, » lui dit-il un soir. « Grâce à toi. »« Non, » répondit-il. « Grâce à toi-même. Tu as choisi d'écouter. De changer. De rester. » Elle le regarda longuement. « Et toi, tu as choisi de m'aimer. Malgré tout. » Ils s'enlacèrent en silence, pendant que leur fille dormait paisiblement. Ici, personne ne parlait de loi, de règlements, de frontières. Ici, seuls comptaient les liens, les visages, les histoires transmises au coin du feu. Et pour la première fois, Isaline se sentit chez elle. Le temps avait passé. Les saisons s'étaient succédé, inlassables. La petite fille née dans les montagnes était devenue une femme. Aluna avait grandi entre 2 langues, entre 2 mondes. Elle connaissait les contes de sa grand-mère apache et les poèmes français que sa mère lui lisait le soir. Aujourd'hui, c'était à son tour d'enseigner. Sous un arbre immense, à l'ombre d'un vieux rocher peint de symboles anciens, elle s'adressait à une 12aine d'enfants. Ses mains dessinaient des lettres sur une grande peau tendue. Elle prononçait les mots lentement, les traduisait, puis racontait une histoire toujours la même. Il y a longtemps, une femme est arrivée d'un pays lointain. Elle était venue pour imposer sa langue. Mais elle a découvert une vérité plus grande, celle du respect, de l'écoute et de l'amour. Les enfants l'écoutaient sans bruit. Certains connaissaient déjà cette histoire. D'autres la découvraient pour la première fois. Mais tous sentaient, à la voix d'Aluna, que ce n'était pas qu'un récit. C'était une mémoire vivante. Dans une cabane un peu plus loin, Isaline, désormais vieillie, tricotait près du feu. Ses cheveux étaient devenus argentés, mais ses yeux brillaient toujours de la même lumière. Tahu entra doucement, une besace remplie de bois dans les bras. Il la regarda avec tendresse. « Tu l'as bien élevée, murmura-t-il. « Nous l'avons élevée. Ensemble. » Le soir venu, Aluna s'assit avec eux près du feu. « Aujourd'hui, j'ai raconté votre histoire. Un enfant a dit que c'était comme une légende. » Tahu sourit. « Peut-être que ça l'est.
Une légende de vérité. Isaline regarda les flammes danser. Ce n'était pas un conte. C'était un choix. Le choix de l'amour au lieu de la peur. De l'écoute au lieu de l'ordre. De la vie au lieu des règles. Et dans cette vallée reculée, là où tout avait commencé dans le silence et le doute, leur famille rayonnait désormais comme un symbole vivant. Celui qu'un cœur ouvert peut traverser n'importe quelle frontière. Leur histoire n'était pas une exception. Elle était la preuve qu'aimer n'efface pas nos différences. Cela les unit. Si cette histoire vous a touché autant que moi en la racontant, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place d'Isaline. Laissez un j'aime si vous croyez, vous aussi, que l'amour peut tout changer. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, puissantes et humaines. Merci d'être là.